Et donc, je vous propose de poursuivre ces 14e rencontres France-Alzheimer en abordant une question très importante qui est celle des interventions non médicamenteuses, des thérapies comme les autres, point d'interrogation. Donc, nous allons faire le point sur voilà, ces alternatives. Sont-elles efficaces contre la maladie d'Alzheimer? Nous avons la chance pour répondre à ces questions donc d'accueillir le professeur Grégory Nino, qui est professeur à l'Université de Montpellier, chargé de recherche à l'Institut du cancer de Montpellier, fondateur et directeur de la plateforme universitaire collaborative CEPS, consacrée au développement de la recherche sur les INM. Nous avons également le plaisir d'accueillir Véronique Suissa, docteur en psychologie et chercheur à l'Université Paris 8, directrice générale de l'Agence des médecines complémentaires et alternatives, ainsi que Madame Geneviève Demour, présidente de l'Association départementale France Alzheimer de Dordogne. Donc, vous avez été médecin psychogériatre et vous êtes également administratrice de l'Union France Alzheimer et maladies apparentées. Professeur Grégory Nino, je me tourne vers vous pour une question un petit peu générale, mais quels sont selon vous les messages à retenir s'agissant des interventions non médicamenteuses? Bonjour à toutes et à tous, merci de la question. En effet, c'est une vaste aujourd'hui nébuleuse et on est dans un sujet un petit peu compliqué, en particulier quand on s'intéresse à la maladie d'Alzheimer. On a évoqué tout à l'heure des expériences remarquables comme Julie Bia qui évoque notamment des initiatives autour de l'éco-pâturage et on est dans des pratiques qui vont être des pratiques socioculturelles absolument indispensables pour les personnes vivant en EHPAD. Mais on ne reste là que dans ce qui relève effectivement de la pratique, on va dire spécifiquement, de la relation qui soigne ou de l'amélioration de la relation sociale. Mais on n'est pas encore dans une méthode qui va être étudiée, validée et dont on peut avoir des bénéfices significatifs sur la santé. Donc il faut arriver à différencier ce qui est absolument difficile à faire aujourd'hui et on a une nébuleuse entre des pratiques culturelles, des pratiques qui vont être validées par la science, dont on va avoir des bénéfices sur la santé, et ensuite des pratiques qui vont être totalement alternatives. Et vous avez raison de le dire, on est aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, à cause de familles qui sont un peu livrées à elles-mêmes, Internet qui fait pulluler un nombre de pratiques alternatives vous prémettant que tel ou tel régime ou telle plante ou tel programme de stimulation cognitive va avoir des bénéfices. Or, effectivement, il y a là beaucoup de dangers. Donc, notre travail à la plateforme universitaire CEPS, qui a été créée il y a 10 ans, c'est de réfléchir aux méthodologies d'évaluation de ces interventions médicamenteuses. Pour ne pas être trop long, je dirais que la Haute Autorité de Santé s'est enfin saisie de la problématique uniquement à partir de 2011, que les interventions non médicamenteuses sont aujourd'hui inscrites dans la stratégie nationale de santé 2018-2022, que la Haute Autorité de Santé commence à faire des recommandations sur ces interventions non médicamenteuses pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives et notamment Alzheimer, et que tout l'enjeu va être effectivement aujourd'hui la différenciation du grain de livret, parce que encore trop d'informations ou de désinformations passent actuellement dans la littérature, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Très bien, merci. Et s'agissant donc de la maladie d'Alzheimer, quelles sont les recommandations actuelles? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé recommande de façon assez précise des programmes d'éducation pour la santé, notamment sur la gestion des thérapeutiques spécifiques, des traitements, etc. Ensuite, vous avez des programmes d'activité physique qui ont été spécifiquement développés et qui connaissent un essor important, mais dont le cahier des charges n'est pas encore suffisamment mis en œuvre et entraîne notamment une fragilité en matière de santé physique en particulier. Et il y a également des thérapies cognitivo-comportementales qui ont des bénéfices tout à fait significatifs. Et vous voyez, on reste dans des méthodes. Ces interventions non médicamenteuses sont des méthodes qui vont être ajustées et personnalisées en fonction des personnes. Et on est loin d'autres pratiques culturelles qui ne sont pas à remettre en question, qui pourraient être, par exemple, lorsqu'on évoquait l'animal ou lorsqu'on évoquait des pratiques socioculturelles, des jeux ou de la
musique ou écouter de la musique, on n'est pas dans le cadre d'une intervention non médicamenteuse. Il y a un programme qui va être plus spécifique. Donc voilà très rapidement quelques interventions non médicamenteuses, mais il va y avoir des progrès importants. Et tout l'enjeu est bien de trier toutes ces pratiques. On estime entre 10 000 jusqu'à 15 000 interventions non médicamenteuses dans l'ensemble des pathologies. Donc la clarification est en cours. Très bien. Et peut-être donc une dernière question. Je pense que sous votre contrôle, les futurs médecins devront avoir suivi un certain nombre d'heures de cours sur les interventions non médicamenteuses. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? J'imagine que oui, mais 10 heures, là encore, sous votre contrôle, est-ce que c'est suffisant? Tout à fait, Hélène, c'est une très bonne question. C'est peu, insuffisant, si on regarde le verre à moitié vide, mais c'est un début. Et effectivement, depuis cette année, depuis septembre, les médecins et les études médicales en deuxième cycle vont avoir effectivement 10 heures, mais vont être évalués sur ces interventions médicamenteuses. Donc, je pense que c'est le début. On est en train de faire un rattrapage de pays qui sont bien plus en avance que nous. Je pense à l'Allemagne, je pense à la Suisse, je pense en particulier aux États-Unis. Mais effectivement, la formation, la prescription et la recommandation, non pas comme des thérapeutiques alternatives, il ne s'agit pas de faire de l'alternative pour l'alternative, mais bien de compléter les traitements et en disant que finalement, ce sont des suppléments d'âme, ces traitements-là, ces solutions-là, et que non seulement c'est bien que les médecins soient mieux formés, mais il va falloir aussi améliorer de façon significative les professionnels qui travaillent auprès de ces populations souffrant d'Alzheimer, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup de formation sur la relation, sur la qualité de la relation, indispensable, nécessaire et indiscutable, et éthique, etc. Mais qu'à côté de ça, il y a des méthodes meilleures que d'autres, il y a des programmes d'activité physique qui sont meilleurs que d'autres, il y a des programmes pareils en termes de psychothérapie qui sont meilleurs que d'autres, et donc tout l'enjeu est de les trier, de les personnaliser et de les contextualiser évidemment en fonction des établissements et des lieux de vie. On entend bien que le tri est en cours, mais où est-ce que l'on peut se renseigner pour avoir une information fiable aujourd'hui ou dans les prochaines semaines? Parce que, comme vous le dites, il y a une foule d'informations et parfois de fake news, si on peut les appeler comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce mot-là et je pense qu'il faut l'employer et sans jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que, comme l'a dit Julie Biat tout à l'heure, ou Marianne Panetier de la même façon, on est dans une phase de pionnier sur lequel Joël Join l'a dit aussi, il faut encourager les initiatives. Donc il faut avoir le courage de démarrer des programmes. Donc on est plutôt dans la phase d'exploration, de test et non pas véritablement de stabilisation, de recommandations. Mais je suis persuadé que, pour vous le dire très simplement, il y a plus de 100 000 publications dans les interventions non médicamenteuses actuellement par an. Donc il y a une littérature qui est en train d'augmenter de façon significative. Les fondations, et la Fondation Alzheimer ou d'autres, mais financent aussi des recherches dans le domaine. Donc en gros, on va passer dans des précisions dans les méthodes, comme on a vécu il y a 50 ans pour les médicaments, où on parlait de molécules, mais après on a spécialisé les molécules en fonction des besoins des populations. Donc, où se renseigner? Hélas, il y a beaucoup de retard et il n'y a aucune structure aujourd'hui publique ou privée en capacité à dire, entre guillemets, une hiérarchisation des interventions non médicamenteuses. Et il y a aujourd'hui plutôt des parties prenantes de telle ou telle pratique et effectivement avec parfois des dérives corporatistes. Nous sommes, je suis à l'université et on est 140 dans la plateforme collaborative universitaire CEPS, on n'a pas envie de privilégier plutôt que l'autre, mais effectivement tout cet enjeu est de sortir de peut-être des problématiques corporatistes et des problématiques de discipline pour bien aller vers quelle méthode au pluriel, pour quelle personne et à quel moment. Donc, c'est en cours et ça va avancer, on espère. Merci beaucoup pour ces éléments. Véronique Suissa, je me tourne vers vous. Diriez-vous que les personnes âgées, notamment atteintes de la maladie d'Alzheimer, sont demandeuses de ces médecines complémentaires?
Oui, alors je vais juste rebondir un instant sur la terminologie. Je suis assez d'accord, je peux rejoindre Grégory Mignot sur la nébuleuse, parce qu'on parle de thérapie non médicamenteuse, de médecine douce, de médecine complémentaire. Voilà, donc ça c'est un vrai sujet, parce que selon la terminologie, on ne dit pas la même chose derrière. Donc moi je reprends effectivement le terme de l'OMS, qui est celui de médecine complémentaire alternative. Et pour répondre à votre question, oui, je pense que que les personnes sont en demande. Et je l'ai d'abord constaté à partir de ma pratique de terrain. J'ai été très interpellée, donc j'ai exercé 8 ans en soins de suite et de réadaptation en tant que psychologue, et en service donc gériatrie oncologie. J'ai été très interpellée par la demande des patients qui ne demandaient pas tant une orientation vers des psychologues, mais qui demandaient des orientations vers de la relaxation, du qigong, de la méditation. Et je ne savais pas où les orienter en tant que psychologue, ni sur la base de quels critères. Et c'est la raison pour laquelle je me suis rapprochée de certains réseaux, des associations, et c'est là que j'ai pu découvrir effectivement qu'il existait déjà sur le terrain pléthore de soins complémentaires qui étaient dispensés, que je pense à la Ligue contre le cancer, entre autres, mais pas que. Et puis, c'est une demande qui est réapparue plus récemment dans le cadre des États généraux de la seniorisation, une initiative citoyenne qu'on a organisée avec Serge Guérin, sociologue, et le docteur Philippe de Normandie, avec un collectif d'une 60aine d'acteurs. On a porté donc une consultation citoyenne, et qui consistait à voter ou à formuler des propositions en lien avec les enjeux de la seniorisation. Alors j'en parle parce que parmi les 52 propositions qui ont été soumises, 20 ont été plébiscitées par les 8000 citoyens votants, et quelques-unes réajustées, et parmi lesquelles l'accès à l'activité physique adaptée. Plus exactement, 77% des votants ont voté donc pour le remboursement de l'activité physique adaptée pour favoriser la prévention, mais avec 2 réajustements souhaités massivement. D'une part, celui de rembourser l'activité physique adaptée selon les revenus des seniors, et d'autre part, celui d'élargir l'accès aux médecines complémentaires et alternatives pour les seniors. Et je terminerai simplement en disant que cette demande d'accès aux médecines complémentaires, c'est finalement peut-être aussi à mettre en lien avec un contexte à la fois sociétal, médical et scientifique. D'abord, sur le plan de la société, on assiste réellement à une valorisation du non médicamenteux, de la prévention. Du point de vue de la médecine, on chemine vraiment vers une attention accrue pour la qualité de vie, la relation soignant-soigné. Et dans le champ de la recherche, on explore, il le disait très bien Grégory Mignot, à la fois les attentes dans le domaine, mais aussi les effets de ces pratiques. Donc, il est logique que les citoyens, jeunes ou moins jeunes, soient sensibilisés finalement à ces questions, eu égard à l'attention envers le bien-être, le prendre soin des personnes. Très bien. Et est-ce que ces médecines complémentaires et alternatives sont aujourd'hui proposées, disponibles dans des EHPAD ou des PASA? Oui, oui, bien sûr, elles sont de plus en plus présentes d'ailleurs dans les EHPAD, bien que pas toujours de manière très formelle. Il y a d'ailleurs des secteurs plus propices et avancés en matière d'intégration de ces pratiques. Je pense notamment à l'oncologie, à la psychiatrie, aux services de douleur, et bien sûr à la gériatrie. Et dans les EHPAD, je dirais que ces pratiques, elles sont fortement développées, notamment à travers les pôles de soins et d'activités adaptées. L'an dernier, on m'a demandé justement d'intervenir dans une université pour parler du lien entre EHPAD, PASA et médecine complémentaire et alternative. Et du coup, pour être au plus près des réalités de terrain, j'ai passé ma journée dans un PASA. Dans un PASA d'un EHPAD avec les résidents, où on y trouvait des thérapies non médicamenteuses dites classiques, telles que définies par la HS, comme la diététique, le suivi psychologique, et des pratiques beaucoup plus vastes, celles que je nomme les médecines complémentaires alternatives, comme le qigong, l'art-thérapie, la sophrologie. Et surtout, donc, moi, je me suis déplacée pour échanger directement avec les résidents, et leur demander directement ce qu'ils pensaient de ces activités, de ces pratiques qui étaient proposées. Et la première réponse, d'ailleurs, qui m'a interpellée d'une résidente, c'était « Ah bah c'est gentil. C'est gentil parce qu'on ne nous a jamais posé la question ». Je trouve ça très, très intéressant. Cela étant, quand j'ai exploré finalement les bienfaits de ces pratiques activités au sens large, j'ai pu entendre beaucoup de choses très intéressantes. D'abord, qu'ils avaient avant tout le sentiment d'être entourés, que ces activités, c'était aussi le moyen de s'ouvrir l'esprit, de s'ouvrir les autres. Je pense à cette résidente, j'ai la citation sous les yeux, qui me disait on s'ouvre l'esprit quand on dessine, quand on parle entre nous. Que ces activités, c'était aussi un moyen pour eux d'investir le quotidien, d'investir la vie. On fait de la peinture, on jardine, on chante, bref, on s'occupe comme avant. Et que c'est pas ça, c'était aussi un espace de confiance et de liberté. Je suis pas d'humeur, si je suis pas d'humeur, que j'ai pas envie de participer, je le dis haut et fort. Donc voilà ce que j'entendais finalement en filigrane. Les bénéfices des moments et de ces moments et de ces activités, c'était lutte contre l'isolement, qualité de la relation, respect des libertés. Enfin bref, un espace vraiment contenant et rassurant en faveur d'une adaptation aux besoins spécifiques. Mais cela étant, et je termine là-dessus, la problématique actuelle, c'est que l'intégration de ces pratiques, elle n'est actuellement pas structurée. D'abord, il n'y a pas de PASA dans chaque EHPAD,
Et puis ensuite, l'inclusion de ces pratiques, elle reste tributaire de plusieurs facteurs, de la connaissance de ce champ par les professionnels, des appétences institutionnelles ou non par ce type d'approche. Joël Jaouen parlait tout à l'heure, justement, ça dépend des directeurs, là c'est pareil, et de la capacité à mobiliser les bonnes pratiques et les bons praticiens. Mais bon, je pense que les groupes commencent aussi à évoluer, les groupes de santé, des EHPAD s'engagent de plus en plus dans le domaine, il y a de véritables politiques de care, de prendre soin qui sont engagées en faveur des patients et des résidents, mais aussi des soignants. Donc, ça passe aussi par un process d'intégration de certaines de ces pratiques. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on avance et dans le bon sens. Merci. Peut-être une dernière question. Donc, vous avez créé l'Agence des médecines complémentaires et alternatives. Pour quelles raisons et quelles vont être les missions ou quelles sont les missions de cette agence? Oui. Alors, les missions, c'est la réflexion et l'action. On est synthétiquement un pôle de réflexion et d'action qui vise à structurer, à contribuer à structurer ce champ. On n'est ni un lieu de promotion de ces pratiques, ni un lieu de stigmatisation des médecines complémentaires alternatives. L'objectif, c'est vraiment de contribuer à favoriser l'essor des pratiques bénéfiques tout en luttant contre les dérives en santé parce qu'elles existent. Et pour ce faire, on est accompagné donc d'un comité d'experts très très transverse auquel d'ailleurs Joël Jaouen est acteur, donc des chercheurs, des élus, des représentants institutionnels, des acteurs de terrain, des patients. L'idée, c'est vraiment d'élaborer des recommandations concrètes pour répondre aux enjeux liés à ces pratiques et qu'on connaît bien, comme celui par exemple des critères d'intégration de ces pratiques dans les EHPAD, la formation des praticiens, toutes ces questions-là. Et on est entouré aussi également de conseillers projets, de chercheurs essentiellement et de professionnels de soins qui accompagnent nos projets, comme par exemple celui de mettre en place des dispositifs d'intégration de ces pratiques. Finalement, en 2 mots, et je terminerai là-dessus, l'idée de cette association, c'est vraiment de décloisonner à 3 niveaux. La pensée, qu'elle soit de nature scientifique, institutionnelle, politique, de terrain, les initiatives en s'inscrivant dans des projets transverses, par exemple de formation, d'information, de recherche, et les secteurs en s'intéressant à la prévention, à la santé, à la maladie, au handicap et bien sûr au vieillissement. C'est finalement chercher à décloisonner pour rassembler en considérant la transversalité du sujet et des enjeux qui y sont associés. Merci, merci beaucoup Véronique Suissa pour toutes ces précisions. Geneviève Demour, j'ai envie de vous demander, vous, comment vous décririez les apports des interventions non médicamenteuses? Oui, bonjour. Je ne sais Bonjour. pas si vous me voyez. Moi, je ne me vois pas, donc c'est très bien. On vous voit et on vous entend, tout va bien. Parfait, bonjour. Donc, par rapport à ces thérapies non médicamenteuses, moi, je vais me situer vraiment comme membre de France Alzheimer. Je vais oublier tout ce que j'ai pu dire et faire et proposer quand j'étais médecin et je vais me situer vraiment comme une citoyenne aux côtés des familles et aux côtés des personnes qui vivent avec la maladie. Et ce qui me paraît le plus important, à mon sens, dont j'ai eu l'expérience à travers la musicothérapie, à travers l'atelier Neuromove que nous avons mis en place, tout ça grâce à France Alzheimer, c'est plutôt que nous sommes là, pour reconnaître que au-delà, par-delà la maladie, les personnes ont accès au plaisir et elles ont accès au désir. Et à travers l'atelier de musicothérapie surtout, je pense que nous avons pu faire exprimer ce désir à chanter ensemble, ce plaisir à chanter ensemble et aussi pour reprendre les mots de la société inclusive, bien évidemment, nous avions créé, au-delà de l'activité de musicothérapie, de l'atelier de musicothérapie, qui est prise en charge par une musicothérapeute qui est diplômée en binôme avec une bénévole de France Alzheimer. Toutes les semaines, les personnes en groupe apprennent des chants, chantent ensemble, éprouvent ce plaisir-là. Et comme il se trouve que la musicothérapeute est aussi chef de chœur d'une chorale d'hommes absolument magnifique, ils ont eu l'idée de donner conjointement un concert. Et je ne peux pas ne pas évoquer l'émotion qui s'est emparée du public, des 200 personnes qui étaient là, dont la plupart étaient des familles, mais aussi des gens qui venaient écouter le concert de Vox Vesuna, pour ne pas le nommer, cette chorale, et qui ont vu sur scène à la fois les choristes de d'habitude, mais aussi des personnes un peu étranges, certes, qui avaient la main posée sur l'épaule d'un choriste. Les choristes
les prenant aussi par l'épaule et tournant les pages de leur partition. Il y avait cette communauté entre des personnes qui n'étaient pas malades, des personnes qui étaient malades et qui ensemble ont donné à voir. Voyez, je suis très émue parce que vraiment, non seulement les familles, mais les personnes, encore une fois, qui venaient au concert, se sont dit, ces malades, Alzheimer, peuvent nous donner du bonheur instantanément, des petites minutes de plaisir à les entendre chanter juste, correctement, avec d'autres qui avaient aussi leur répertoire. Donc, je crois que là aussi, je ne me situe pas du tout dans le fait de savoir si peut-être ça a permis de récupérer des fonctions cognitives, mais on est dans, malgré et à travers et avec la maladie, tu peux me donner des choses, tu peux me donner, m'offrir ces moments de bonheur. Et puis, la musicothérapie aussi nous a permis de faire des ateliers pour permettre de renouer le lien, ce qu'on appelle les ateliers en couple, c'est-à-dire que la musicothérapeute reçoit des couples, alors des couples en individuel, hein, les couples ne sont pas mélangés, c'est vraiment couple par couple, et souvent ces personnes-là, elles ne savent plus quoi se dire parce que la personne malade a désinvesti le langage, elle n'a plus forcément de mots, elles ont peur de déclencher des réactions d'agressivité, et le fait d'avoir ces ateliers, ces séances qui permettent de renouer le lien, qui permettent de faire des choses ensemble, qui permettent de fredonner ensemble, a aussi, je pense à Germain, qui a beaucoup de mal avec Yvonne, qui ne parle plus et qui a beaucoup de mal à s'endormir le soir. Il me disait récemment, je lui rechante les chansons qu'on a partagées avec Valérie, puisque notre musicothérapeute s'appelle Valérie, et là, elle s'endort paisiblement et je m'allonge à côté d'elle et nous nous endormons en fredonnant ce que nous avons appris ou ce que nous avons expérimenté en musicothérapie. Et je me dis finalement, et dans cette période de Covid où on a nié en permanence le désir des vieilles personnes, vieilles ou pas vieilles d'ailleurs, qui étaient en EHPAD, au risque de les voir attraper le Covid, on a nié leur désir profond de voir leur conjoint, de voir leur famille. On n'a même pas eu l'idée de leur demander leur avis. Et finalement, ces ateliers-là, ces activités-là, à médiation artistique, parce qu'il s'agit de l'art-thérapie aussi, il s'agit de la gymnastique adaptée aussi, restaure la personnalité, restaure la personne dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vit, dans son histoire, comme disait Frédéric Pommier tout à l'heure, dans son histoire, mais lui permet aussi d'autres possibles. Et donc ne l'enferme pas dans ce qu'elle n'est plus, mais dans ce qu'elle peut à nouveau être, dans ce qu'elle peut développer, dans ce qu'elle peut nous donner à voir, nous donner à partager. Et je trouve que c'est formidable parce que souvent, on les considère comme des nécessiteux, des gens qui ont besoin de nous, des gens qui ont besoin de notre compassion, besoin de notre aide, ils sont dépendants et tout ça. Et finalement, eh ben, c'est eux qui nous donnent à voir qu'ils sont en capacité d'ouvrir tous les champs du possible. Et je trouve ça extraordinaire. Absolument. Et est-ce que vous diriez que les personnes malades et leurs proches aidants accèdent assez facilement à ces thérapies ou est-ce qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire? Alors, il y a deux choses. Bien évidemment, souvent on l'a entendu, mais encore une fois, je suis comme Joël, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Mais souvent, on entend malheureusement mes anciens confrères dire de toute façon, il n'y a rien à faire et rien ne sert à rien. Alors, heureusement, il y a de plus en plus quand même de médecins, d'équipes spécialisées Alzheimer qui ouvrent toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que lorsqu'on présente avec… Je dis toujours, quand j'étais dans mon EHPAD, on travaillait, on n'avait pas de blues parce que je disais toujours la maladie d'Alzheimer n'est pas contagieuse. C'est notre enthousiasme qui est contagieux. Et donc, quand on dit c'est formidable, vous allez voir, je vous donne rendez-vous, je vous attends, j'ai besoin que vous veniez participer à la chorale ou j'ai besoin qu'on aille faire un atelier de gymnastique, ça va vous faire du bien. Je pense que les personnes qui sont tellement dans
dans la honte de ne plus sortir parce que cette maladie, elle fait honte quelquefois, qui sont dans l'isolement, elles vont sauter sur, si vous pouvez me permettre cette expression, elles vont sauter sur l'occasion, mais bien sûr, on va venir avec vous. Si on donne des rendez-vous en disant, nous avons besoin de vous, venez vous joindre à nous, je pense que c'est extrêmement important. Et dans mon expérience ici en Dordogne, il se trouve que nous avons la chance d'être en lien avec plusieurs associations d'aide à domicile, qui les pauvres, comme on le disait ce matin, sont des travailleurs pauvres, pas considérés, pas formés la plupart du temps. Lorsqu'on les invite à venir nous accompagner les personnes chez qui elles travaillent, elles peuvent elles aussi bénéficier et permettre de continuer, de poursuivre après, par exemple pour la gymnastique, les petits exercices que leur a fait faire l'éducateur sportif, qui en général est un tout à fait beau jeune homme de 25 ans, dont elles sont toutes plus ou moins amoureuses, mais qui a choisi de faire une formation spécifique avec nous sur comment aborder quelqu'un qui vit avec une maladie neuroévolutive, comment ne pas le mettre en échec, comment s'arrêter avant, comment, etc. Donc, je crois qu'il y a aussi, non seulement pour la personne malade, pour son proche qui participe ou pas aux activités, aux ateliers, mais aussi pour la société tout entière, parce que nous avons l'engagement, mais dans toutes les associations de France Alzheimer, c'est pareil, nous sommes dans les petits villages, dans les villes, grâce à la signature des villes aidantes, donc nous engageons à être dans la cité et à être les acteurs de la cité. On est en train de développer à la bibliothèque, à la médiathèque à côté de Périgueux, un atelier conte, pendant que la médiathèque est ouverte aussi aux autres personnes de la cité. Les personnes viennent et racontent des histoires et la bibliothécaire fait des contes. Voilà, donc je crois qu'on est vraiment dans une dimension citoyenne, politique avec un grand P. Merci. Et peut-être une dernière question. Est-ce que les institutions, alors je pense aux agences régionales de santé, aux conseils départementaux, peuvent faire appel à France Alzheimer donc pour mettre en place ce type d'action? Alors, les conseils départementaux, je ne sais pas. Le mien est un peu frileux. Par contre, l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, nous travaillons et nous sommes en train de réfléchir sur la thématique un Noël pas comme les autres, mais un Noël avec les autres, sur tout ce qui va se passer dans les EHPAD. Et donc, j'étais hier soir encore jusqu'à 18h30 avec un des directeurs de l'ARS de Bordeaux pour imaginer comment on va vivre Noël dans les EHPAD. Et les agences régionales de santé sont très, très demandeuses, et ce dont parlait Joël, dont on n'a pas du tout le temps de parler ici, sur ces cellules d'écoute et de dialogue éthique au sujet des tensions entre les familles et les EHPAD à propos des visites, en sont la preuve. Alors après, j'imagine que dans le cadre de l'APA, les conseils départementaux financent 1 heure par semaine dans les projets de soins pour, ils appellent ça pour de la simulation cognitive. Et les pauvres aides à domicile qui ne savent pas quoi faire de cette injonction de soins, entre guillemets, elles s'assoient avec les personnes et puis elles ne savent pas trop quoi leur proposer. Je me dis que, mais j'espère toujours, je vais m'y employer, que dans les conseils départementaux, on pourrait transformer cette heure qui est donnée dans le cadre de l'APA par une mutualisation éventuellement des transports, parce que nous, on n'a pas le métro en Dordogne, une mutualisation des choses pour accompagner les personnes qui n'ont pas les moyens de locomotion aux activités proposées par France Alzheimer, ce qui bénéficierait bien sûr aux personnes, bien sûr aux familles, mais aussi aux travailleurs, aux personnes qui travaillent à domicile, qui pourraient perdurer les petites choses qu'elles auront entendues. Alors encore une fois, on n'est pas, comme le disaient les précédents intervenants, moi je ne suis pas du tout dans une application
dans la recherche fondamentale et dans la recherche, y compris en neuropsychologie. Je suis simplement là pour faire exister à eux-mêmes les personnes qui vivent avec ces maladies, à faire changer le regard qu'elles ont sur elles-mêmes, qui est souvent, on l'a entendu ce matin aussi, un regard de je ne sais plus faire, sur un regard je peux encore faire, et soutenir bien évidemment les familles et les formidables aidants professionnels ou familiaux qui les accompagnent. Merci, merci beaucoup à vous. Nous avons plusieurs questions là également des personnes qui nous regardent, de nos auditeurs. Professeur Nino, on nous demande quels sont les critères qui vont permettre de faire le tri entre les différentes interventions non médicamenteuses. Est-ce qu'il y a une liste? Comment ça va se passer? Vous m'entendez? Non? Oui, si, tout à fait. Merci pour la question, j'ai bien entendu. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de consensus au niveau national et même européen pour établir des critères, en fait. Et on est loin de ce qui était évoqué auparavant comme l'essai randomisé contrôlé, comme la seule façon de valider donc, ces méthodes. Donc, effectivement, on est en train de revoir ces façons méthodologiques d'évaluer, et de la même façon sur les critères où on était en train de parler en permanence sur les questions de survie ou les questions, non, on est en train de parler aujourd'hui de critères comportementaux, de critères subjectifs, c'est-à-dire donc les patient reported outcomes, donc la façon dont les patients vivent ces questions, ou leur père, ou les aidants en fait, et donc avoir des indicateurs indirects des bénéfices sur une santé, non plus pensés comme l'absence de maladie, mais bien comme sur les indicateurs également de bien-être voulus par l'OMS. Donc il y a une grande évolution méthodologique. Nous sommes en train de faire des recommandations avec Michel Clanet et différentes personnes. Nous avons établi une recommandation pour les maladies neurodégénératives, où vous pouvez le retrouver sur la plateforme. Vous trouverez CEPS, vous trouverez facilement ces recommandations en disant aujourd'hui, on a une standardisation finalement de cette méthodologie, et pour effectivement, si vous permettez, parce que l'illustration de Geneviève Desmours était remarquable sur ce qui va relever de l'activité culturelle, artistique, et sur lequel il ne s'agit pas d'intervention non médicamenteuse comme je l'entends, et il faut continuer à pratiquer, et à pratiquer ensemble avec les familles et ainsi de suite, ces pratiques culturelles. Et de notre côté, des pratiques qui sont des musicothérapies, et sur lesquelles, dans ces pratiques de musicothérapie, effectivement la relation soigne, effectivement l'accueil compte, le contexte compte, mais la méthode commence à être affinée, et il y a des progrès significatifs. Il y a par exemple le programme musicaire qui devient bien plus spécifique. C'est plus les musicothérapies, mais bien des programmes de musicothérapie. Et on rentre bien dans le champ des interventions non médicamenteuses. Et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je vous recommande également les propos du docteur Aquino, qui est secrétaire général de la Société française de gérontologie et de gériatrie, qui a fait tout un exposé sur les interventions non médicamenteuses. Vous trouverez ça facilement, c'est iceps-satellite.fr, et vous pouvez revoir ses propos, ou également les propos du doyen de la faculté de médecine de Montpellier. Il y a un véritable changement entre, encore une fois, des pratiques culturelles indispensables, et puis après des méthodes qui vont s'affiner et qui vont être véritablement spécifiques pour les populations, avec des critères, encore une fois, objectifs ou subjectifs. Merci beaucoup. Alors peut-être une deuxième question. Pourquoi faut-il prouver l'efficacité de ces activités quand on en perçoit directement les bénéfices, et pourquoi confier cette évaluation à des médecins? Alors non, on confie l'évaluation à des chercheurs et pas uniquement qu'à des médecins. Et ce serait un tort de confier cette évaluation strictement qu'à une discipline, parce que comme je l'ai dit, il pourrait y avoir des conflits d'intérêts ou des liens d'intérêts. Véronique l'a évoqué aussi. Je pense qu'il y a un travail rigoureux qui se fait, et que la multidisciplinarité, l'interdisciplinarité même est un élément central, et que bien sûr qu'il faut des indicateurs qui pourraient être des indicateurs de physiologie ou de biologie, mais il faut aussi des indicateurs sociaux. Et tout l'enjeu aujourd'hui est de dépasser les vieilles croyances. Et
je vais le dire de façon importante et en l'illustrant pour être très, très concret. Un monsieur qui est un chercheur néo-zélandais a montré qu'à partir de 85 ans, si vous ne faites que de la marche à plat sur terrain plat, eh bien, vous fragilisez les personnes et vous les exposez à la chute beaucoup plus que autrement par des méthodes spécifiques. Donc, il a validé la méthode Otago il y a 20 ans. C'est un programme d'activité physique. On a tous entendu qu'il faut bouger plus en prenant de l'âge, en particulier à partir de 85 ans. C'est absolument faux. Si vous ne faites que de la marche sur terrain plat à vitesse constante, eh bien, vous allez vous exposer à plus de chutes et vous allez fragiliser des muscles et des systèmes de coordination. Je ne vais pas rentrer dans les détails, à la fois du système nerveux central et en même temps sur l'aspect neuromusculaire. Et donc, il a pu montrer qu'il y a des programmes d'activité physique qui sont meilleurs que d'autres pour diminuer le nombre de chutes et le nombre de chutes accidentelles 2 fois plus par son programme qui s'appelait Otago et qui est aujourd'hui important. Et ce n'est pas uniquement que de la marche. Donc, vous voyez, pourquoi il faut de la recherche? Il faut de la recherche pour hiérarchiser des méthodes et qu'on le veuille ou non, il y a des programmes à proposer en premier plutôt qu'en second parce qu'ils sont plus efficaces que d'autres. Donc, il faut cette recherche pour les interventions non médicamenteuses. En revanche, pour les activités culturelles, socioculturelles, arrêtons de faire de la recherche. Proposons au maximum d'activités et les échecs connus dans le premier confinement pour nos aînés est absolument tragique. Et je pense que le comité scientifique s'est rendu compte des limites et qu'il faut proposer des activités culturelles, pourquoi pas des traitements médicaux ou autres, peu importe, mais il faut des interventions non médicamenteuses complémentaires. Merci beaucoup. Véronique Fissa, je me tourne vers vous. Donc, vous avez évoqué un certain nombre d'activités physiques ou d'art-thérapie. Est-ce que donc il était possible de les pratiquer? Est-ce que ces thérapies sont efficaces, par exemple, si on les suit derrière un écran en visio, ou est-ce qu'il faut être en groupe pour aussi lutter contre l'isolement? Quelle est votre position? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par efficacité. Moi, je vais parler en tant que psychothérapeute. Dès lors où le patient ou la personne me dit je me sens mieux, je me sens moins seule, pour moi, c'est de l'efficacité. Ça, c'est le premier point. Et oui, il y a des choses qui se pratiquent en visioconférence. Ça s'est beaucoup développé pendant le confinement. Et c'est une bonne chose. Donc, c'est aussi de nouvelles modalités. Alors, évidemment, on ne peut pas tout faire par visioconférence. Hein. Il y a des pratiques manuelles, type de la chiropraxie. Voilà, il n'est pas question d'aller là-dessus, mais il y a plein d'autres pratiques qui se sont développées en ce sens. Et donc, oui, c'est possible et c'est une bonne chose à mon sens. Et je voudrais juste rebondir sur la question des critères. Je ne reviens pas sur tout ce qu'a dit Grégory Mignot sur les critères de pratique, évidemment, mais simplement, il y a un autre critère qui me semble très important à prendre en compte et qui est oublié parce qu'on est très en retard en France. C'est un critère tout simple et tout bête, mais c'est celui de la formation. Et le problème aujourd'hui, c'est que ces pratiques, elles ne donnent pas lieu forcément toutes à des formations solides et que pour une même pratique, quand il existe des formations solides, eh ben, on retrouve des formations peu solides pour la même pratique. Je vais être très schématique, par exemple, la sophrologie. On a des diplômes RNCP qui rentrent donc dans le répertoire national des certifications professionnelles en 2 ans, en présentiel, etc. Ça donne des sophrologues a priori formés. Et puis, on a cette même pratique en quelques mois à distance, et ben, on n'a pas les mêmes praticiens. Comment on permet aux institutions de se repérer face à l'amas de praticiens et face à l'amas de pratiques qui se développent? Donc, il y a un enjeu évidemment scientifique de pouvoir avancer et de se dire quelle pratique a quelle efficacité sur quel symptôme, d'accord, mais derrière, si on n'avance pas en termes de législation, de formation, on n'avancera pas. Il faut aussi avancer de concert et là, je crois qu'il y a un véritable enjeu pour finalement aller vers un processus d'intégration qui soit à la fois cohérent, structuré et sécurisé. Alors, on a aussi une question qui touche, on va dire, à un tabou qui est celui de la sexualité. Est-ce que l'accompagnement à la sexualité est une médecine complémentaire ou est-ce qu'il peut être reconnu comme tel? Est-ce qu'il entre dans la catégorie? Alors, pour moi, non, ça rentre dans le champ de la psychothérapie. C'est de l'ordre de l'accompagnement qui peut rentrer, en tout cas, dans le champ de une problématique qui peut rentrer dans le champ de la psychothérapie, mais ce n'est pas une pratique à proprement dit, en tout cas, à mon sens. Après, je ne sais pas ce que Grégory Mignot en pense, mais moi, je ne serais pas rentrée dans le spectre des médecines complémentaires ou des interventions médicamenteuses, quelle que soit la terminologie.
Moi, je Merci. voudrais juste rajouter qu'il y a des programmes d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé et qu'effectivement, il peut y avoir dans ce cas-là également, pas que la psychothérapie, mais également des programmes d'éducation pour la santé sur lesquels il doit y avoir des bénéfices et sur lesquels on doit aussi se poser ce genre de questions. Merci beaucoup. Mais Geneviève Demours, je vais vous laisser le mot de la fin. On arrive déjà au terme de cette table ronde et j'ai également une question. Alors, la question des financements est revenue souvent parmi les interrogations de nos auditeurs. Pourquoi est-il si difficile donc de trouver des financements pour ces thérapies, pour l'art-thérapie par exemple? Bah, je crois qu'on l'a dit, hein, mes collègues de la table ronde l'ont dit, c'est que il faut absolument que ce soit prouvé, qu'il y ait des preuves d'une efficacité, si on ne veut pas que ce soit dévoyé et fait n'importe comment par n'importe qui. Je pense que les thérapies non médicamenteuses, je disais souvent, ne sont pas de la gentillothérapie. Ce sont des vraies thérapies qui nécessitent un cadre, qui nécessitent donc des professionnels formés et qui nécessitent des évaluations. Donc, c'est pour ça que je pense pour l'instant, malheureusement, puisque lorsqu'il y a eu le déremboursement des médicaments, on nous avait promis que les financements allaient servir aux thérapies non médicamenteuses. Vous vous rappelez sans doute, on attend toujours. Heureusement, il y a des magnifiques associations qui s'appellent France Alzheimer et qui permettent de venir abonder le besoin de financement de ces thérapeutes, dans la mesure, là encore, où on est très attentif dans les associations aux engagements des thérapeutes, que ce soit des art-thérapeutes, des musicothérapeutes, des thérapeutes sportifs, par exemple, des sophrologues, voilà. On est très attentif, un, à la compétence, bien évidemment, mais deux aussi aux valeurs humaines et aux valeurs de fraternité qui sont à France Alzheimer un des socles, je crois que je peux le dire. Et donc finalement, nous, au niveau des associations en tout cas, on se dit que ces interventions doivent toujours prendre en compte la personne dans ce qu'elle est, dans son histoire, dans ce qu'elle a vécu, dans ce qu'elle va encore donner à voir et donner à partager, et que ça ne doit jamais être, que ça doit toujours être en tout cas dans le lien qui se renouvelle et qui doit être, même s'il est ténu entre la personne qui vit avec une maladie et son proche aidant, c'est vraiment dans cette restauration du lien de la personne qui vit avec la maladie, avec elle-même, je le disais, parce qu'il faut qu'elle se réconcilie. Je ne suis plus celui que j'étais, on l'a entendu ce matin, je ne suis plus celui que j'étais, donc est-ce que des interventions extérieures vont me permettre de me réconcilier avec moi-même, et puis dans le regard que l'autre pose sur la personne malade, ça n'est plus ma mère, elle n'est plus l'homme que j'ai choisi, mais peut-être qu'à travers ces interventions-là, on va pouvoir retrouver un lien extraordinaire et une capacité à vivre encore avec et malgré tout. Donc, je crois que vous parliez tout à l'heure de sexualité, je crois que ça fait partie de l'intime, mais je pense que dans les ateliers Neuromove ou dans les ateliers de musicothérapie, avoir vu des couples faire à nouveau l'expérience de danser ensemble, on imagine, mais cela ne nous regarde pas, on imagine que le soir, peut-être qu'il y a eu, ou l'après-midi, peut-être qu'il y a eu une autre forme de tendresse et de câlin, et que nous sommes là pour vraiment pour favoriser le possible, pour dire mais oui, c'est encore possible. C'est pour ça que je crois que c'est magnifique. On est les artisans de ces restaurations de possibles là. Merci, je vous propose vraiment de terminer sur cette note très optimiste. Merci beaucoup Geneviève Demours, merci professeur beaucoup à Minot, vous. merci Véronique Suissa.